Hello, ho. Ça va? Vous allez bien? Pas mal de contenu à découvrir, que ce soit des séries, des mangas, des animes, des jeux vidéo. Au niveau série, la première saison de The Last of Us fut incroyable. Pour ma part, même si là on n'est même pas arrivé à la moitié de l'année 2023, je pense sincèrement qu'il s'agit de la meilleure série de l'année, pour la simple et bonne raison que tout est réussi. C'est un peu comme House of the Dragon, toujours de HBO d'ailleurs, l'année dernière. On a un casting très solide. Là en l'occurrence, Bella Ramsey qui joue Ellie et Pedro Pascal qui joue Joel ont une synergie, ont une alchimie qui est hyper poignante, hyper touchante. Mais au-delà de ça, les protagonistes et leurs interprètes de manière générale sont vraiment hyper talentueux. On s'attache très vite à eux et la dramaturgie est présente, très impactante. Pour les plus sensibles, vous allez pleurer. La bande originale, très savamment choisie. La photographie, que ce soit les paysages, les décors, la lumière, c'est incroyable. Le souci du détail est là. Les répliques sont intelligemment pensées. Il y a peu d'action, on est sur du post-apocalyptique, mais ça reste très humain, très axé sur l'humain. Donc si vous recherchez de l'action, si vous recherchez des infectés qui sont donc l'équivalent de zombies, mais vraiment survitaminés, hein. La cadence prend son temps, le rythme prend son temps. Pour moi, c'est pas plus mal, c'est ce que je recherche. Je veux des émotions, je veux des liens qui se tissent, de l'amour, de l'amitié, et que tout parte en vrille. Non, quand même pas. Mais voilà, je veux ressentir des émotions et là, pour le coup, j'en ai ressenti plein. Je vous la recommande donc chaudement, à moins que vous soyez sensible à la violence, parce que ça reste violent, que ça soit sur le plan des émotions, des sentiments, que sur le plan de la société, de l'être humain, sa cupidité, sa vision d'un monde parfait qui, très souvent, va rentrer en collision avec un ego, une malveillance, une cruauté qui est malheureusement innée à l'homme. C'est pas très Jojo, mais il y a quand même beaucoup de moments très beaux. Allez-y, foncez voir The Last of Us, c'est une série incroyable. Attendez, j'ai encore un petit truc à dire. On est plutôt gâté au niveau adaptation jeux vidéo. Arcane, on a quand même eu Sonic, les films Sonic étaient sympas, bon, on est loin du niveau d'un Arcane ou d'un The Last of Us, mais voilà, ça commence à venir. The Witcher, quand on n'a pas joué, c'est plutôt sympa. Non. Cyberpunk Edge Runners, qui était très bon aussi. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir enfin le jeu vidéo et le 7e art qui se rencontrent et culminent vers un but respectueux à la fois des fans et de l'œuvre d'origine. Intéressant. Marie, les baguettes et que ça saute. Prochaine série, je vous préviens, on va descendre en qualité. On part du mont Everest et on arrive dans les sous-sols de Paris, en l'occurrence Emily in Paris, saison 3. J'ai honte, oui, mais ça reste quand même assez feel good, assez popcorn, ça se regarde facilement. C'est une vision de Paris qui est tellement stéréotypée, tellement idéaliste, entre guillemets, cliché, mais encore une fois, ça se regarde, ça fait passer le temps. Et voilà, et puis on a envie de savoir si Emily va finir avec lui, ou si elle va devenir polyamoureux. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bon non. Ginny and Georgia, la saison 2, j'ai beaucoup aimé, tout comme la saison 1. Elle aborde certaines thématiques de l'adolescence de manière très sincère. La dépression adolescente notamment. Une fois arrivé à l'état adulte, on peut se dire, quand j'étais adolescent, mais pourquoi j'avais des pensées aussi noires? Je trouve que c'est retranscrit de manière assez fidèle. Le personnage de Georgia est magnifique, l'actrice qui l'interprète est vraiment incroyable. Je dirais pas qu'elle porte la série à elle toute seule, mais presque. En soi, Ginny a également un beau rôle à jouer. Pas mal de personnes ne comprenaient pas son point de vue à la fin de la saison 1. Là, on la comprend un peu mieux. Ça reste une série pas forcément sitcom. On est sur du Desperate Housewives, donc il y a pas mal de facilité scénaristique. Faut pas non plus avoir énormément d'exigences pour cette série, mais pour ce qu'elle offre, je trouve que c'est plutôt touchant et on s'attache très vite aux différents protagonistes. Terrace House Aloha State, ça se passe à Hawaï et non Haïti. Je sais pas pourquoi je me trompe toujours. Pour rappel, c'est une émission de télé-réalité japonaise avec des candidats qui continuent de vivre leur vie, vivent en colocation, mais ils continuent de vivre leur vie professionnelle, personnelle, etc. Là, le truc, et ce qui est intéressant en soi, c'est qu'ils sont à Hawaï et on remarque des différences de perception, des différences comportementales en termes de rapport à autrui. Ça se retranscrit malheureusement ici. On a un respect d'autrui qui est pas fifou. Pareil en termes de savoir-vivre, on est plus sur une télé-spectacle parfois, sur du drama vraiment inutile et moi justement c'est pas ce que je veux voir dans Terrace House. Ce que j'aime dans cette émission, c'est que on découvre ce qu'est le savoir-vivre à la japonaise, avec ses défauts bien évidemment, mais aussi ses qualités. Là quand même, c'est l'ambiance est pas faux folle. Des gens qui arrivent, on sait pas forcément pourquoi ils sont là, bon, pour booster leur carrière, pour avoir une réputation en ligne sur les réseaux sociaux, mais du coup à regarder c'est pas fifou. Il y a quand même des moments sympas, mais grosso modo ouais, c'était pas génial.
100% physique, alors là on est sur une émission de télé-réalité coréenne, c'était génial, c'était vraiment très bien pensé. En gros, pour vous expliquer le concept, ils invitent 100 personnalités de Corée du Sud qui sont connues pour leurs compétences physiques et mentales, mais essentiellement physiques, parce que le but est d'élire le physique le plus parfait du pays. Et du coup, on se retrouve avec des experts en boxe, en MMA, des culturistes, des experts en crossfit. J'ai découvert d'ailleurs un sport qui s'appelle le skeleton, je crois. La personnalité la plus impressionnante fait du skeleton. Ça m'a donné envie d'en savoir plus. Ça a l'air hyper complet. Le ratio muscle, tonicité, équilibre, vision du terrain. Pour les sportifs, pour celles et ceux qui aiment entretenir leur corps, c'est une émission vraiment excellente. Outre le côté divertissement, on en apprend pas mal sur la volonté de se dépasser, qu'importe le sexe, qu'importe l'âge, etc. Peut-être la fin étant dès ça, il aurait fallu des épreuves un peu moins déséquilibrées peut-être, mais à part ça, je pense que la saison 2 risque d'être très intéressante pour peu que le casting soit au rendez-vous. J'imagine que ça a été un travail colossal de réunir autant de personnalités du monde sportif. Enfin, pour conclure les séries, Severance, la saison 1, ma meilleure surprise de l'année, de loin. Autant The Last of Us, je savais qu'on allait avoir un truc de qualité, c'est une production HBO, et quand c'est une production HBO, tout est bon, généralement. Là, on est sur Apple, c'est la première série Apple TV Plus que je regarde. Le concept est très original, très terrifiant également. Je préfère ne pas vous le dévoiler, je préfère tout vous dissimuler. Quand j'ai regardé cette série, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, et quand on découvre le concept, on est horrifié. C'est un des concepts les plus poisseux qu'il m'ait été donné de découvrir au cours de cette courte vie. Au-delà de ça, on voit qu'Apple attache un souci du détail assez important en termes d'écriture, en termes de casting, en termes de cliffhanger. Le cliffhanger de la saison 1 m'a scotché, vraiment un des meilleurs cliffhangers qui m'était donné de voir. J'étais persuadé qu'il y avait 3 saisons, donc autant vous dire qu'à la fin de la saison 1, j'étais au bout de ma vie. Et voilà, donc en gros, vous ne savez rien de cette série, mais vraiment, juste allez voir le pilote. Si le pilote ne vous plaît pas, mieux vaut arrêter, même si ça démarre assez lentement, ça prend son temps. Ça fait plaisir d'avoir des séries aussi originales, aussi innovantes, nous faire découvrir sous d'autres angles le principe notamment d'aliénation sociale. Waouh. Edith sur les séries pour vous parler de The Walking Dead. C'est une série qui, avec Game of Thrones, en son temps, fut assez iconique à mes yeux. Et puis, au fur et à mesure des saisons, à partir de la saison 5, on va dire, j'ai commencé à déchanter petit à petit, jusqu'à parvenir à un point de rupture à la saison 8, fin de la saison 8, je crois. J'en pouvais plus tout simplement. C'est l'instant où les saisons à plus de 20 épisodes m'ont vraiment gavé. Au-delà de ça, maintenant j'ai beaucoup de mal avec les séries qui dépassent 5 saisons. J'ai tout simplement lâché l'affaire. Et j'ai appris récemment que la série s'était terminée et je me suis dit, bon, quand même, c'est une série qui, avec Game of Thrones, a façonné ta culture pop, du moins durant quelques années. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la période assez incroyable. On avait un épisode de Game of Thrones, puis un épisode de The Walking Dead, sachant que c'était vraiment les 2 séries incontournables à cette époque-là. Best season ever! J'ai décidé de m'y remettre et figurez-vous que ce fut pas si mal. À vrai dire, à partir de la saison 9, il y a un petit regain de qualité en termes d'écriture, pas forcément en termes de réalisation. Il y a toujours des épisodes qui ne servent à rien, très mal réalisés, qui font très amateurs, mais on se retrouve avec un Némésis plutôt intéressant, bien interprété par son actrice principale. Toutes sortes de thématiques qui reviennent mais qui sont bien abordées, notamment tout ce qui a affaire à la rédemption, à la nécessité de briser le cycle de la haine, la nécessité de cohabiter même avec son pire ennemi, pour peu qu'il ait une bandelette de paix. Certains épisodes étaient vraiment forts. J'avais lu le comics et certains événements du comics changent par rapport à la série. Daryl et Carol sont mes personnages préférés, ou en tout cas parmi mes personnages préférés. Il y a de gros focus sur eux, donc j'étais ravi de ce côté-là. Et puis en termes de conclusion, eh bien figurez-vous que ce n'est pas si mal. Ça se termine de manière plutôt correcte. Et évidemment, HMC va faire des spin-offs, va faire des suites à gogo. Je sais pas trop si je serai du rendez-vous, ils m'ont vraiment gavé. Mais en tout cas, la série mainstream, il aurait fallu 5 saisons, bien évidemment, mais ça allait, et je regrette pas d'avoir été jusqu'au bout, parce que, comme je vous le dis, c'était vraiment une de mes séries phares, iconiques, durant pas mal d'années de ma vie. The Mandalorian, la saison 3, incroyable. L'épisode final fut ahurissant et très bon sur tous les plans possibles, que ce soit en termes d'écriture, que ce soit en termes d'aboutissement scénaristique. Le grand spectacle est toujours là, en termes d'effets spéciaux, c'est vraiment incroyable. On a l'impression d'avoir un budget de film à chaque épisode. Autant Boba Fett était décevant sur quasiment tous les aspects, autant The Mandalorian, bon, l'écriture parfois elle peine, on n'est pas sur du Andor, la qualité AAA à chaque fois, mais en termes de grand spectacle, mais en termes surtout d'équilibre, narration, grand spectacle, je trouve que c'est la série Star Wars la plus satisfaisante selon moi. Grogu est toujours aussi adorable, la relation entre lui et Dean évolue, mais aussi le personnage de Bo-Katan a un gros focus. C'est peut-être ma saison préférée, il y a quasiment tout qui est réussi. Oui, il y a des épisodes où il ne se passe pas grand chose, mais au final, que ça soit saison 1, saison
2, il y a toujours eu des épisodes filler, soit ce n'est pas très dérangeant. Pour ma part, la mission est réussie de bout en bout. Big Mouth, saison 6... Là on atteint la règle des 5 saisons pour moi, à partir de 5 saisons, je décroche. Si encore ils étaient passés à un stade collégien, collégienne, lycéenne, lycéen, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. En fait on voit que Netflix, à partir du moment où ils ont une petite poule aux odeurs, bah ils vont pas se priver d'enchaîner les saisons encore et encore, et à contrario, si l'audimat n'est pas à la hauteur de leurs attentes, ils n'hésitent pas à annuler la saison purement et simplement. Leur politique a vraiment éclaté au sol. Après ça se laisse voir, c'est pour ça que j'en parle, ça se laisse voir, c'est drôle de temps en temps. Au niveau de l'éducation sexuelle, on apprend quelques petits trucs encore ci et là, mais c'est bon quoi, c'est bon. Il fallait faire 5 saisons grand max. Ou à la limite passer à une autre série, mais sur le lycée. Je trouve ça fort dommage. Keeping Up with the Kardashians, saison 11 et 12. Alors je sais ce que j'ai dit par rapport à Terrace House, que je regarde pour son côté authentique, pour son manque de drama. Cela étant dit, j'admets avoir un petit plaisir à regarder les épopées de la famille Kardashian, parce que je sais pas exactement, mais c'est divertissant. Le fait de voir des vies de milliardaires ou de multimillionnaires, ça a un côté satisfaisant. Et puis bon, c'est du drama à gogo, et en soi, le drama, pour les Kardashians, ça va, ça passe. Ça passe. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les saisons 11 et 12, le drama avec Caitlyn, gros drama avec Rob qui s'est mis en couple avec Blac Chyna, qui était elle en couple avec Tyga, qui est le petit ami de Kylie, sachant qu'ils avaient un gosse, donc je vous raconte pas le bordel. En plus, Rob il se fiance avec Blac Chyna, Blac Chyna elle va avoir un gosse avec Rob. L'ambiance familiale elle est pas fifou, et voilà, j'aime la regarder, et puis fut un temps où j'avais un gros crush sur Kendall, ça doit jouer. Au niveau manga, donc il y a eu le tome 16 de Boruto, l'arc Code et bon d'autres personnages, je ne devais pas citer le nom au cas où, histoire de pas spoil, mais voilà. Sur la découverte du lore Otsutsuki, sur les penchants relativement obscurs de Kawaki, qui est l'alter ego de Boruto, c'est vraiment bien narré. Ce que j'apprécie, c'est que l'auteur Koei Kimoto prend son temps. Le gros problème, et comme j'arrête pas de le répéter, c'est qu'on est sur une parution mensuelle, donc il prend son temps, c'est bien, mais du coup en termes de lectorat, c'est assez frustrant. Mais en soi, je trouve que l'histoire tient la route, pour peu que l'on se focus sur les protagonistes principaux. Les protagonistes secondaires, bah, malheureusement, ils sont inexistants, c'est très dommage. Mais la trame principale est solide et j'ai hâte de voir ce qui va devenir par la suite. Au niveau des scans, on se rapproche vraiment nettement de l'ellipse, donc qui avait été entreaperçu au niveau du flash forward du premier chapitre. C'est vraiment très bon, j'ai rien à dire, on est sur une noirceur qui pourrait s'accentuer assez vivement d'ici les prochains chapitres, à voir comment Koei Kimoto et Masashi Kishimoto, qui est à l'écriture depuis quelques tomes, vont aborder ce tournant. Il me tarde. Dragon Ball Super, le tome 19, on est toujours sur l'arc Granola et sur la découverte d'un personnage qui avait été peu abordé dans le Dragon Ball lore, du moins le Dragon Ball lore canon, et c'est très touchant, c'est une occasion de découvrir Goku sous un nouvel angle. Vegeta a toujours son focus qui est très appréciable en tant que fan du personnage. Les nouveaux méchants deviennent de plus en plus sinueux, de plus en plus fourbes. Je dirais pas qu'ils sont intéressants, loin de là, mais le tout fait qu'on est assez addict à ce qui est en train de se passer sous nos yeux. D'autant plus que Koei Kimoto s'est beaucoup amélioré en termes de découpage, en termes de restitution d'action. Les plans, sa manière d'aborder les différents angles, d'aborder l'impact des coups, il a fait de gros progrès, et vu que c'est Dragon Ball, bah, c'est aussi en partie pour ça qu'on regarde les combats. Pour le coup, visuellement, c'est très agréable. Au niveau des scans, on est sur un arc qui est focus sur Goten et Trunks. A priori, l'arc est terminé. On va en aborder un autre qui pourrait éventuellement s'annoncer intéressant à voir. L'arc Goten Trunks, c'était une bouchée de fraîcheur. On est retourné aux racines de Dragon Ball premier du nom, avec pas mal d'humour, avec pas mal de romance également. Des enjeux qui sont vraiment pas énorme, on est loin des enjeux planétaires d'univers en danger, etc. Alors là, loin de là, mais c'est pas plus mal. Ça n'a pas duré plus longtemps, j'aurais peut-être voulu que ça dure encore quelques chapitres. Ce genre de parenthèse, si on pouvait en avoir de temps en temps, je suis preneur. My Hero Academia, donc il n'y a pas eu de tome, mais les scans, on est toujours sur la fin de l'arc final, qui prend son temps, et ça fait plaisir à voir. Koei Horikoshi veut donner un final, une conclusion qui soit la plus satisfaisante possible pour le plus grand monde, d'où l'apparition de certains personnages qui n'étaient pas encore apparus jusque-là. On se demandait d'ailleurs s'ils allaient venir ou non. C'est pas tous les personnages qui ont le droit à un focus satisfaisant, mais quand même, on voit que Koei-san fait du mieux possible, et ça fonctionne pas mal pour moi. Il y a certaines shoots, certaines cliffhangers qui sonnent encore trop shonen. Dans l'ensemble, ça reste pour l'heure très satisfaisant. On attend de voir encore une fois si la dramaturgie sera en rendez-vous, mais en termes de noirceur, en termes d'impact scénaristique, c'est pas mal de tout. Petite édite pour vous parler du volume 35, sorti récemment. Cette fois-ci, il s'agit du début de la bataille finale entre
héros et vilains. Et ma foi, ce n'est pas si mal. On a un petit focus sur certains personnages tertiaires qui n'avaient pas vraiment été mis en avant depuis le début du manga, en espérant que ça continue vu qu'il s'agit de la dernière ligne droite. Au-delà de ça, il y a une certaine orientation scénaristique prise par Kohei Horikoshi qui me rend plus ou moins perplexe pour l'heure, à voir comment tout cela va se dénouer. Quoi qu'il en soit, le début de bataille est fébrile, très intense, parsemé de surprises, et j'ai grand hâte de voir ce qu'il va se décanter par la suite. One Piece, on est au niveau des scans donc sur un nouvel arc, l'arc post-Wano, c'est l'arc Egghead. Je vais pas en dire plus que ça évidemment pour pas vous spoiler. Ce que j'ai à dire c'est que, alors on pensait que c'était un arc de transition, mais au final, vu les enjeux qui sont en train d'être décantés petit à petit, on n'est pas du tout sur un arc de transition, hein, loin de là. Au contraire, c'est en train d'atteindre des enjeux assez colossaux. Il y a pas mal de cliffhangers qui peuvent être très intéressants par la suite. Pour peu que Oda-san aille au bout de sa créativité, je ne demande pas nécessairement une dramaturgie conséquente, parce que je sais de toute manière que One Piece n'est pas très doué sur ce point-là. Mais voilà, en termes de world building, en termes de développement des protagonistes, je pense qu'on va avoir de très bonnes surprises dans les chapitres à venir. Edith pour vous parler du tome 104 de One Piece qui clôt l'arc de Wano. Inutile de vous mentir, j'admets avoir été relativement déçu par la période Wano qui aura été beaucoup trop longue à mon goût, vraiment trop de tomes éparpillés sur beaucoup trop d'actions au détriment du world building et du développement de certains protagonistes secondaires. Bien évidemment, il y aura tout de même eu quelques grosses fulgurances qui font que Wano, mine de rien, reste iconique sur certains points. Cela étant dit, en termes de prévisibilité, notamment au niveau de l'action et des grosses batailles, ça reste très classique. Les chapitres finaux restent ceci dit assez poignants et la finalité de l'arc Wano, eu égard à certains équipages et certains protagonistes, est peu ou prou épique. Hajime no Ippo, le tome 127, très important puisqu'on aborde la préparation d'un combat entre Takeshi Sendo et un adversaire très important dans le Hippoverse. Autant vous dire que ce match s'annonce légendaire. Du côté de Hippo, on le voit sous un autre angle, un angle assez inédit, et ma foi c'est assez intéressant, d'autant plus que ça donne quelques indices sur ce qui pourrait lui arriver par la suite. Côté scan, maintenant que l'un des combats les plus intenses et les plus fous de tout Hajime no Ippo c'est terminé, nous avons quelques chapitres light, quelques chapitres de transition vers un gros match de Mashiba contre un combattant qui s'avère particulièrement dangereux, très menaçant. J'ai hâte de voir comment cette rencontre va se décanter. Autrement, beaucoup d'humour et comme George Morikawa sait le faire, on rigole à gorge déployée. One Punch Man, le tome 27, toujours bon, on est sur l'arc de l'association des monstres. Le dessin est incroyable, l'humour est au rendez-vous, le côté épique est là, on est sur une Tatsumaki impériale, mais pas que, on est sur des combats qui commencent vraiment à être très importants et qui sont illustrés de manière magistrale par Yusuke Murata, le maître. One, donc qui a l'écriture, est toujours aussi doué. L'alchimie entre ces deux-là, c'est vraiment... Oh, je n'ai point les mots. Que dire, c'est un délice. On a à peine ouvert la page du premier chapitre, c'est déjà terminé. One Punch Man est un plaisir sans fin. Au niveau des scans, donc là, pour le coup, l'arc de l'association des monstres est terminé. On est sur un nouvel arc qui s'annonce plutôt sympa. On a du mal à cerner les enjeux pour l'instant. On est sur plutôt un aspect, alors à la fois comédie, à la fois focus sur Fubuki Tatsumaki, qui s'avère assez intéressant à voir comment ça va se développer par la suite. Voilà. Hunter x Hunter, donc après les 10 derniers scans qui sont sortis il y a quelques temps, le tome 37 est arrivé en France. C'est un tome qui est impeccable en termes d'écriture, en termes de world building. Alors oui, c'est dense. Hunter x Hunter a toujours été dense au niveau des textes, ce qui peut déboussoler les amateurs de shonen classiques qui ont l'habitude de planches assez épurées avec de l'action et quelques répliques qui sonnent bien. Là, Hunter x Hunter, c'est vraiment, ça va dans le détail, ça va dans les interprétations et les histoires personnelles d'une foule de protagonistes différents. Il y a de quoi être perdu, surtout que vu que Yoshihiro Togashi-san est malade, ça fait qu'on a souvent oublié ce qui s'est passé auparavant. Mais pour peu qu'on se mette au diapason et qu'on lise des récaps, etc., c'est fou, c'est vraiment fou, c'est d'une densité narrative, mais tellement ciselée et tellement maîtrisée, on ne peut que révérer un tel talent d'écriture. La suite pourrait arriver d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans. On croise les doigts, on verra bien comment ça se passe. Edith, niveau manga, Jojo Lion, le tome 26, donc c'est l'avant
dernier volume, toujours aussi sympa. Bon après, comme d'habitude avec Hirohiko Araki, j'ai beaucoup de mal à voir où il veut en venir à chaque scène d'action, chaque grosse scène d'action. En termes de lisibilité, c'est pas la folie. Les propriétés des stands, etc. etc. C'est pour ça que chaque fois, j'attends l'adaptation anime pour que ça clarifie le tout. Et très souvent avec les animes de JoJo's Bizarre Adventure, le manga est sublimé. Cela étant dit, je passe un bon moment, même si Jojo Lion, au final, ce qui lui aura manqué, c'est peut-être de l'ambition. Il y avait certaines pistes qui avaient été lancées sur Steel Ball Run, qui a priori ne vont pas forcément être abouties, ou du moins rushées. De ce côté-là, c'est assez dommage. Peut-être niveau dramaturgie aussi, on a du mal. Normalement, c'est une mission réussie, mais là, j'ai eu du mal à m'attacher à certains personnages, et du coup, quand la dramaturgie frappe, ok, mais bon, Osef, un peu. Il me tarde tout de même de voir la conclusion. Gintama, tome 77, on en est enfin à la fin des épopées de Gintoki Sakaki, Satoki, je ne sais plus, l'agence à tout faire qui ferme ses portes définitivement. Je pensais que ça continuait dans un autre magazine Jump. En fait, c'est pas du tout ça, c'est juste que l'auteur, Hideaki Sorachi, s'est totalement gouré sur les deadlines et en fait, quand il aurait dû finir le manga sur le Weekly Shonen Jump, et ben il avait pas du tout terminé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les quelques chapitres manquants sont passés à un autre Jump, format mensuel cette fois-ci. Je pensais que ça continuait, mais en fait pas du tout, c'est juste que le mec s'est totalement gouré, enfin ça fait un peu partie de son ADN, c'est pour ça qu'on l'aime, il fait n'importe quoi de A à Z, c'est le trublion du Jump. Ça aurait été assez émouvant, ça aurait été poignant, il y a de la dramaturgie, il y a du tragique que je n'attendais pas forcément pour l'ultime tome. Ça aurait été drôle, ça m'aura accompagné quand même durant de très nombreuses années. Quand j'ai acheté le premier volume, ça venait de sortir, je crois que j'étais au lycée, donc 16-17 ans. Merci Gintama. Black Butler, le tome 32, donc on a un tome tous les ans, ce qui fait que j'ai souvent du mal à me rappeler de ce qui s'est passé lors du volume précédent, mais c'est pas très grave. Là, il y a un gros focus sur le cuisinier Baldroy, plutôt bien amené. On comprend un peu plus son comportement actuel, sa manière de voir les choses. On aurait aimé que le flashback soit plus étoffé, mais sachant que le rythme est annuel et que la trame quand même doit avancer à un moment donné, je ne vais pas me plaindre outre mesure. Ça reste dans tous les cas toujours aussi agréable en termes d'écriture, en termes de visuel. Black Butler est toujours aussi distingué, parfois très dark. C'est pour ça qu'on apprécie beaucoup les aventures du majordome et du conte de Fantomivé. Au niveau anime, donc Boruto, il y a eu l'adaptation du light novel Sasuke Retsuden qui était sympathique. Beau moment notamment entre Sasuke et Sakura, qu'on n'avait pas forcément vu à l'écran jusque-là. On comprend un peu mieux leur relation, l'amour aussi qui les lie entre les deux malgré le fait qu'ils se voient très peu. On a commencé à aborder l'arc Code qui souffre malheureusement de lacunes en termes d'animation. De ce que j'ai cru comprendre, ça fait un bon moment qu'au niveau du planning des différents animateurs, Boruto est chaotique au possible. Il y a souvent des rushs, il y a souvent des bâclages. Ça peut expliquer la pause qui a été effective depuis peu. Est-ce qu'on va avoir ensuite un anime saisonnier ou est-ce que c'est simplement pour reprendre du souffle, permettre au studio Pierrot d'allouer les ressources nécessaires pour que les animateurs aient le temps d'adapter des combats importants de Boruto? Allez savoir, mais en tout cas la pause, je pense qu'elle était plus que nécessaire. Elle reflète malheureusement l'état assez inquiétant de l'animation japonaise dans son ensemble. Il y a toutes sortes d'animes qui souffrent de problèmes de planning, qui souffrent d'une volonté de certains actionnaires d'avoir de l'argent le plus vite possible au détriment des animateurs et au détriment de nous autres, lectrices, lecteurs, spectatrices, spectateurs. À voir comment ça va se décanter. Tokyo Revengers, la saison 2, c'est toujours sympa. Surtout les protagonistes en fait sont très attachants. En termes d'animation, c'est comme la saison 1, c'est vraiment pas fou, on est sur une animation très moyenne. La saison 1, il y avait quelques moments Sakuga, là franchement on n'en a eu aucun. Mais si je regarde Tokyo Revengers, pour ma part, c'est vraiment pour les personnages, pour leurs odyssées, voir aussi comment le personnage principal, Takemichi, va réussir ou non à sauver la femme de sa vie, en voyageant donc à travers le temps. Ça se regarde vraiment avec un certain plaisir, pour peu qu'on soit pas exigeant. C'est vrai qu'en termes de clichés shonen, c'est assez ridicule, notamment au niveau des combats. On a l'impression parfois d'assister à des jeux vidéo où les personnages ont une durée de vie comme ça, ils ont beau se prendre des gros coups, tant qu'il reste un peu de bord de vie, non c'est bon, je peux encore me battre. On est sur du shonen parfois très années 90, et bon, pourquoi pas. De toute façon c'est pas pour ça, encore une fois, que je regarde Tokyo Revengers, c'est surtout pour les personnages, des personnages que je trouve très charismatiques, très intéressants d'un point de vue personnel, d'un point de vue affect, et Draken notamment. Trigun Stampede, la saison 1, ça a été sympa, j'avais pas vu l'anime original, qui était pas fait en 3D pour le coup, qui était fait en animation 2D. La 3D est réussie, donc je vais pas chipoter dessus. Encore une fois, je suis pas fan de la 3D de manière générale, mais là, on voit quand même qu'elle est maîtrisée, il y a quand même pas mal de moments Sakuga qui sont réussis. C'est une vision assez intéressante sur l'être humain et sa capacité à détruire son environnement, son foyer de vie principal. Il y a une visée environnementale qui est intéressante, notamment à l'heure d'aujourd'hui, où rien n'est réglé, au contraire, tout a empiré. Je trouve ça intéressant qu'un manga s'y intéresse, d'autant plus que Trigun Stampede est une œuvre assez vieille, de voir que les
les éléments qu'elle aborde sont toujours au goût du jour, voire décuplés en termes d'importance sociale et sociétale. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et après voilà, les personnages sont plutôt attachants. Je dirais pas qu'on est à fond dans l'aventure, mais ça se regarde vraiment sans problème. Au niveau de l'anime One Piece, One Piece c'est comme d'habitude, c'est très lent, mais on voit que la Toei se fait plaisir, ou en tout cas fait attention à peaufiner certaines séquences de combat qui sont importantes au niveau scénaristique. On a eu du Yamato versus Kaido, on a eu du Sanji versus Queen, Zoro versus King, et grosso modo, certaines scènes sont quand même très plaisantes d'un point de vue animation, qui mettent d'ailleurs une tollée à certains animes saisonniers. Je vais pas chipoter, je suis pas fan encore une fois du rythme lent as fudge, mais ça se laisse voir. De toute façon, ça fait plus de 1000 épisodes, on est au courant, enfin on sait comment fonctionne One Piece. Voilà, c'est comme ça. Blue Lock, donc la saison 1 qui s'est terminée il y a pas longtemps. C'était très sympa en termes d'anime de sport. Alors je dirais pas qu'on atteint la profondeur, l'intensité de ténors du genre tels que Hajime no Ippo, mais le concept était assez original. Pas mal de personnages qui sont attachants, une certaine symbiose entre ces différents joueurs qui est plutôt plaisante à voir, assez amusante parfois. Pas mal de côté yaoi, un peu quand même. Et l'animation est pas folle. Il y a certains moments Sakuga, mais tu vas pas regarder Blue Lock vraiment pour sa réalisation magistrale. Tu regardes plus pour le côté quelle équipe va gagner, est-ce qu'ils vont se sortir face à un adversaire qui est vraiment incroyable en termes de compétences offensives, défensives, etc. Surtout, on a envie de voir si cette équipe du début qu'on a appris à aimer va finir par se retrouver à la fin, ou si tout le monde va être dispersé, il n'en restera qu'un à la fin, parce que c'est ça le but du jeu de Blue Lock, c'est qu'il n'en reste qu'un, un seul joueur. C'était une très bonne saison 1, il me tarde de voir la saison 2. Mon premier anime de foot que je regarde vraiment de A à Z pour l'instant. À l'époque, je regardais l'école des champions, mais c'était comme ça, c'était en dilettante. Et je n'ai jamais regardé Tom et Jones, Tom et Jerry. Je n'ai jamais regardé Olive et Tom. Je compte m'y mettre un jour. Pareil pour Inuzaka Eleven que je n'ai toujours pas regardé. Désolé. Unacceptable! My Hero Academia, la saison 6, alors très imparfait on va dire, surtout la première partie où autant le côté Mirko, focus sur Mirko était incroyable, autant certains focus sur Shigaraki notamment étaient comme ça. Il y avait certains passages en manga qui étaient incroyables, malheureusement Bones n'est pas parvenu à sublimer le papier, loin de là, et il n'a pas sublimé du tout. Grosso modo, je dirais qu'il se fait quand même une saison très solide, d'autant plus que la partie 2, pour le coup, elle est impeccable. Il y a dû avoir un changement de planning ou de team, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas on voit que le souci du détail a été respecté, ça se voit et ça fait plaisir à voir. La bande originale de Yuki Hayashi est toujours aussi impeccable, toujours aussi belle. Vivement la saison 7, et prenez votre temps, je vous en supplie, prenez votre temps. Nier Automata, version 1.1a. Alors je n'ai pas joué au jeu, au début j'ai failli lâcher d'ailleurs parce que je n'étais pas fan du côté 3D, mais finalement en voyant la réputation qu'avait l'anime et le jeu à travers internet, je me suis forcé et c'est vrai que c'est un anime très sympa, notamment au niveau de ces robots qui s'humanisent jusqu'à en devenir humains. C'est très intéressant ce versant philosophique qui a apporté à des machines qui, avec l'intelligence artificielle, le machine learning, finissent par développer des sentiments, ou en tout cas l'équivalent de sentiments humains. Je dirais pas qu'on est arrivé à l'écran, mais c'est assez poétique, c'est assez touchant et j'ai hâte de savoir où ces aventures-là vont nous mener. Valkyrie Apocalypse, la saison 2. Alors c'est comme la saison 1, en fait, des combats qui sont très longs, qui s'étirent sur 4-5 épisodes. C'est frustrant, mais c'est vrai que à chaque fois, le climax des combats est tellement fou qu'on pardonne. Enfin, en tout cas, moi, je pardonne. Après, je comprends qu'on n'adhère pas, parce que, encore une fois, le rythme est tellement lent, ça commence à se fight, et ensuite, on est parti sur les origin stories du premier combattant, et ensuite du deuxième combattant. Je peux comprendre qu'au niveau du manga, ça allait. C'est vrai qu'au niveau de l'anime, il y a de quoi souffler, surtout que certains personnages ne sont pas forcément attachants, on a d'autres oui, ouais, donc ça passe mieux. Là, en plus, la saison 2, t'as une sorte d'interlude entre deux gros combats qui s'étend, on n'avait pas besoin de ça. Je serais de la partie pour la saison 3 parce qu'en soi, je reprends quand même plaisir, et c'est assez intéressant le concept de l'humanité qui combat contre des dieux, de différentes cultures, de différentes mythologies. Ça, je trouve ça très intéressant, d'autant plus que c'est des humains qui sont assez iconiques. On a Adam, Jack l'Éventreur, bon, iconique. On a du Hercule, on a du Bouddha. Si vous pouviez aller un peu plus vite pour la saison 3, ça serait sympa. Devenir un maître Pokémon, donc c'est des épisodes spéciaux qui ont clôturé pour de bon les aventures de Sacha et Pikachu. On a retrouvé Ondine, Pierre, histoire de terminer comme il se faut ces 25 années passées aux côtés d'un personnage qui ne vieillit pas, mais qui vieillit quand même. Très touchant, hein, évidemment. Sacha, Ondine, Pierre, Pikachu, Psycho Quack, la Team Rocket. Pour ma part, j'ai grandi avec eux. Il y a eu une période, voilà, la période adolescente, la période rebelle où non, Pokémon, c'est pour les petits, j'en veux pas.
papa, nanana. Passé un certain âge, passé ces conneries, on y retourne. En tout cas, j'y suis retourné avec grand plaisir. Mine de rien, Pokémon, c'est à la fois drôle, c'est à la fois touchant et ça aborde parfois certaines thématiques liées à de l'amitié, liées à l'amour qui sont très belles et qui sont parfois très profondes. Sacha et Pikachu vont énormément me manquer, mais voilà, c'est la vie. Edith pour vous parler des Horizons Pokémon, la nouvelle série Pokémon, et autant vous dire que c'est un gros rafraîchissement à pas mal d'égards. Déjà, la nouvelle héroïne, Liko, est très différente de Sacha, beaucoup d'introversion, très timorée, énormément plongée dans ses pensées, en cela je m'identifie pas mal à elle, je l'admets. Pou Sacha est adorable, l'équipage des Rising Volunteers s'avère particulièrement badass, avec une mascotte Capitaine Pikachu très puissante et très classe. À voir ce que cela donnera, mais pour l'heure, que ça soit la réalisation un brin au-dessus de celle de la précédente saison, mais aussi au niveau de la narration qui pourrait être beaucoup plus structurée et ambitieuse que celle des aventures de Sacha et Pikachu, j'admets être agréablement surpris pour l'heure. À voir où tout cela nous mènera. Aggretsuko, la saison 5, dernière saison, j'ai été surpris, je pensais que ça allait continuer, mais en fait non, c'est assez triste, d'autant plus que ça se termine vraiment de manière assez rushée à mon sens. Le monde du travail est toujours abordé avec un certain cynisme qui est parfaitement dosé, l'état de dépression sociale, l'état d'isolation aussi qu'on peut développer face à cette société qui nous incombe, qui nous impose de devenir productifs pour des grandes entreprises au détriment de notre bien-être personnel à nous. Les hikikomori notamment sont abordés ici. Au-delà de ça, la vie sentimentale de Aggretsuko est un peu mise en avant, notamment vers la fin, mais pas suffisamment. Et c'est frustrant, vraiment, on a envie que ça continue. J'aurais quand même pris beaucoup de plaisir à suivre cette série. Mine de rien, elle est assez originale, très réaliste sur ce monde du travail qui nous broie de part en part. Encore moi, j'ai échappé pour l'instant, hein. Je gagne pas d'argent, du coup, voilà, mais j'ai échappé pour l'instant. Waouh! Ça pose des questions, pas forcément par rapport au Japon où le travail est encore plus idéalisé, entre guillemets, est encore plus important au niveau de l'individu. À quel point on souhaite sacrifier notre temps de vie pour le travail et surtout dans quel but? Est-ce qu'on va vraiment en profiter au final? Bref, regardez Aggretsuko, c'est à la fois drôle et intelligent. Vinland Saga, la saison 2. Alors moi j'ai lu le manga, je sais à quoi m'en tenir, mais celles et ceux qui n'ont pas lu le manga, une partie d'entre vous ont été déçus. Pourquoi? Parce que la saison 2 de Vinland Saga et les prochaines saisons, je peux vous le dire dès à présent, ne seront plus axées action. On est plus sur un tournant philosophique sur la nécessité de briser le cycle de la haine par rapport au personnage de Thorfinn notamment, et on est plus sur une odyssée personnelle qui va se décanter petit à petit. C'est très intimiste, c'est très intéressant en termes de développement humain. Quand on a été brisé dans sa petite enfance, peut-on tout de même avancer? Quand on a commis des crimes conséquents, peut-on prétendre à la rédemption? C'est vraiment un autre pan qui a été abordé. L'auteur a été assez clair sur ce sujet. Si vous vous attendez à des grandes batailles, à de l'action similaire à la saison 1, ça n'arrivera jamais. Je dis pas que l'action est totalement absente, il y en a, mais elle va vraiment arriver par petits bouts. C'est plus du tout le main focus de l'œuvre. Pour ma part, j'apprécie beaucoup cette œuvre. Elle est pour le coup originale, on est sur du seinen. Ce côté introspectif est intéressant et très important pour la société d'aujourd'hui, ses conflits interminables. Ça donne quelques pistes de réponse, au moins individuelles. Shingeki no Kyojin, l'épisode 29 de la saison 4, donc l'avant-dernier épisode de Shingeki no Kyojin. Autant j'ai pu critiquer ma part par le passé pour avoir une animation qui était vraiment pas folle, pas à la hauteur de ce qu'avaient fait les studios 8 à l'époque, mais là ils ont pris leur temps. Ce n'est pas un épisode classique, c'est plus un film en soi. On est sur une heure qui est très maîtrisée, que ce soit sur le plan narratif ou sur le plan visuel, avec de très beaux plans, une bande originale impeccable. Alors on retrouve pas les anciennes musiques, ça va pas forcément gêner plus que ça. Le côté Sakuga est très bien choisi, très bien amené, les focus clés sur certains personnages sont réussis, sont sublimés. Le dernier épisode devrait arriver à l'automne. Ça aura été long, mais qu'est-ce que ça aurait été bon. That's what she said. Edith niveau anime, To Your Eternity, la saison 2. Alors, en termes d'intensité émotionnelle, elle aurait été beaucoup moins triste, beaucoup moins impactante que la saison 1. La saison 1, vraiment, j'étais au bout de ma vie à quasiment chaque épisode. Là, c'était pas vraiment le cas. Il y a des moments tristes, bien sûr, mais on s'attarde beaucoup plus sur l'évolution psychologique, sociologique, émotionnelle du personnage principal, à savoir Fushi, mais aussi toute cette philosophie de l'humanité, notre perception de la mort, d'une éventuelle renaissance, toutes ces angoisses, toutes ces espérances, toutes ces tragédies qui sont le lot quotidien de l'humanité sont ici imbriquées, construites et déconstruites de
manière assez impressionnante. Il me tarde de voir la saison 3 qui va se projeter encore plus loin en termes de chronologie. On a introduit un nouveau concept, un nouvel aspect des pouvoirs de Fushi qui sont assez fous et j'ai hâte de voir quelle est la vision finale de l'auteur sur l'humanisme, la mort, la vie et ce que l'on pourrait faire si nous avions la vie éternelle comme Fushi. Au niveau cinéma, Les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête, c'est un épisode spécial, alors j'ai mis du temps à le regarder. C'est très léger, c'est très mignon, ça permet d'aborder un peu le passé de Quill notamment, avec son père de cœur. C'est pas mal parce que ça permet d'amplifier l'aspect émotionnel lié à certains protagonistes des Gardiens de la Galaxie. Et puis c'est court, ça se regarde facilement. Le chapeauté, alors j'ai d'abord regardé le premier opus que je n'avais pas vu, qui est plutôt familial, qui est vraiment pour le coup dédié aux enfants, mais qui se laisse regarder, qui est assez drôle. Pourquoi? Parce que le chapeauté 2 est excellent. Déjà sur le plan de l'animation, c'est une dinguerie. On est sur une animation cel shading un peu comme ce qu'avait fait Spider-Man and the Universe of quelque chose. C'est une animation qui fait très peinture par moment, très comics. C'est vraiment fou. Les chorégraphies sont très soignées. Le Némésis principal est vraiment l'un des méchants les plus réussis qu'il m'était de voir, toute animation confondue. Chaque personnage a son histoire, son développement, sa quête personnelle. Vraiment, rien à redire. Foncez voir ce film, Le Chapeauté 2. Megan, alors là on est sur un film d'horreur très light, c'est de l'horreur divertissante, on n'a pas peur, mais ça fait sourire, ça fait passer le temps. C'est une sorte de Chucky sur intelligence artificielle, aussitôt vu, aussitôt oublié, mais ça fait le taf popcorn, voilà. Incantation, alors là on est sur du film d'horreur, mais film d'horreur beaucoup plus ambiance, beaucoup plus poisseux. C'est un film taïwanais, pour peu que vous soyez réceptif à ce type de cloisonnement très visqueux, très renfermé, ça peut vous filer pas mal de sueur froide. Un petit disclaimer, si vous êtes croyant, notamment dans tout ce qui est religion bouddhiste, c'est peut-être un film qui n'est pas fait pour vous, tant il joue sur ces croyances-là de manière très horrifique, très terrifiante, hein, petit avertissement. Mais au-delà de ça, c'est ce genre de film qui, par son ambiance désincarcérée, très personnelle, très désespérée, très dark, fait que vous êtes susceptible d'avoir un petit cauchemar ou deux les nuits qui suivront le visionnage du film. Bon. Babylone, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis pris une bonne baffe cinématographique dans la mesure où la bande originale est incroyable, le travail sur les lumières, les plans séquences, le casting, tout est fou, on en prend vraiment plein la figure, les 30 premières minutes font office d'introduction culte du monde du cinéma, en tout cas pour ma part. C'est un film qui a quand même pas mal divisé, il y en a qui sont passés vraiment à côté du propos, ou qui n'ont tout simplement pas accroché. Ce ne fut pas mon cas. J'ai trouvé qu'en termes d'image, en termes de scénographie, c'était une leçon d'art monumentale, que ce soit le rythme, que ce soit les différents axes narratifs. Bon, certains sont beaucoup plus réussis que d'autres, mais en termes de vision de l'âge d'or d'Hollywood, l'Hollywood muet, puis sa descente aux enfers suite à l'avènement du Hollywood parlant, c'est beau, c'est touchant, c'est vraiment le cinéma avec un grand C. Voilà un film qui vraiment est à la hauteur de ce que proposait le 7e art en termes d'expérience cinématographique. C'est le genre de film vraiment qu'il faut voir au cinéma, tant les sensations sont incroyables. Knock at the Cabin, alors Night Shyamalan, c'est vraiment 50-50, soit j'aime pas. Là, j'ai pas vraiment accroché. Je reconnais les qualités objectives de ce film, notamment en termes apocalyptiques, une vision assez biblique à laquelle j'ai pas trop accroché. Le cliffhanger de fin, j'étais un peu... J'aurais préféré que ça suive peut-être une vision plus réaliste, plus humaine, plus cohérente. On est sur une prophétie, on est sur du destin, quelque chose d'évanescent qui m'a totalement échappé. Ant-Man and the Wasp Quantumania, l'une de mes plus grosses déceptions du MCU. C'est pas que j'en attendais beaucoup, mais étant donné que ça introduit le méchant principal des phases à venir, Kang le Conquéreur, je pensais vraiment qu'on allait avoir un certain sérieux, des enjeux qui allaient vraiment step up, qui allaient nous montrer que ce méchant-là n'est pas du tout à prendre à la légère. Bah c'est pas forcément le cas, on est sur du Marvel très classique, un peu comme No Way Home et tant d'autres en fait. C'est du cahier des charges Marvel avec un yes man qui coche comme ça, du coup il n'y a pas de substance, il n'y a pas d'âme, enfin, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Il y a un humour qui est franchement lourd, j'ai soufflé. Si ça n'avait pas été Kang, s'il n'avait pas été aussi ambitieux, j'aurais peut-être mieux apprécié. C'est tellement oubliable sur tous les points de vue, ça prend aucun risque, il n'y a pas d'aspérité particulière, on ne sait pas où ça va en fait. C'est une sorte de goutte d'eau qui fait un peu déborder le vase. Moi ce que je voudrais c'est des films vraiment comme Eternals, comme WandaVision, des films qui respectent la vision personnelle de la réalisatrice, du réalisateur, des films qui chamboulent un peu le moule Marvel. Même Thor 4 hein, que beaucoup ont détesté, au moins on sent que c'est Waititi derrière. Là, Au moins il y a la performance de Jonathan Majors, mais bon, vu ce qui s'est passé récemment... Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit!
The Fabelmans, donc c'est un biopic intimiste sur Steven Spielberg, très bien filmé évidemment, hein, c'est un maître du cinéma. Beaucoup de beaux plans séquences. Après, moi je savais que j'allais relativement m'ennuyer, je ne suis pas vraiment attaché à cette famille. J'ai apprécié le fait qu'on soit transporté donc plusieurs décennies en arrière et sur le fait que Spielberg, ce génie du cinéma, commence à intégrer des petits artifices, des raccourcis visuels, des raccourcis cinématographiques pour donner à ses courts-métrages une vision déjà très impactante de ce que sera son cinéma par la suite. Mais c'est vrai que tout le côté personnel, tout le récit, j'étais pas forcément dedans, mais j'avais quand même envie de lui donner de sa chance et objectivement c'est un très bon film. Si vous êtes amateur du 7e art et de son histoire, il y a moyen que vous aimiez beaucoup ce film-là. Creed 3, beaucoup aimé en termes de réalisation, en termes de restitution de la boxe. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs films qui soit, la manière de filmer auprès du corps. Là, cette fois-ci, c'est Michael B. Jordan qui est derrière la caméra, devant la caméra aussi, mais c'est lui qui a chapeauté la réalisation. Et enfin, il y a une inspiration liée à la lecture des mangas, au visionnage des animes qui se traduit ici avec certains plans, certains coups, certains impacts, mais même en termes de narration pure et simple, au niveau par exemple de la rivalité entre Creed et le nouveau protagoniste qui a fait partie de son enfance, de son adolescence notamment. Ça fait plaisir de voir que enfin le manga et le 7e art se conjuguent de manière très concrète à même Hollywood. Il faut que ça continue comme ça. Scream 6, comme d'habitude avec Scream, hein, je suis rarement déçu. Alors je les ai pas tous vus, mais c'est vrai que depuis Scream 5, je suis un peu plus intéressé à la saga. J'avais vu le 1, le 2, je m'en souvenais plus trop. J'ai fait des petits récaps. C'est du slasher qui s'assume très auto-dérisoire. C'est très drôle, les jumpscares sont parfois réussis. Ça respecte beaucoup le lore de Scream, notamment la communauté de fans est assez importante autour de Scream. T'as pas mal de easter eggs, de choses que voulaient voir les fans qui arrivent ici dans ce 6e opus. On est parfois surpris dans le bon sens du terme par ce qu'il arrive à nos pauvres protagonistes. Voilà, je leur demande s'il y a un 7, 8, 9, tant qu'ils arrivent à se renouveler un tant soit peu, ça marchera. Edit niveau ciné, The Whale, très triste, ça traite entre autres de la mobilité orbite de manière assez réaliste, assez implacable. Ce n'est pas conseillé aux âmes sensibles. Au-delà de ça, ça traite des traumatismes de vie, de notre appétence ou non à vouloir poursuivre notre carrière, notre existence. Avons-nous un but dans cette vie? Devons-nous forcément suivre à la lettre les règles que nous impose la société à travers l'université, l'accès au marché du travail, l'échelon hiérarchique, etc. C'est assez profond, c'est assez intense. Ça traite du deuil, ça traite de la perte de confiance en soi, ça traite aussi de l'espoir, l'envie ou non de vouloir continuer à vivre malgré les malheurs qui s'abattent à certains moments clés, sans forcément vouloir donner de leçons de morale. Très beau, très triste et performance effectivement impeccable de Brendan Fraser. John Wick 4, comme d'habitude avec les John Wick, c'est réussi, niveau action, niveau mise en scène, niveau chorégraphie, c'est incroyable, on en prend plein les yeux. Alors je sais pas si c'est mon préféré, en tout cas c'est l'un de mes préférés, peut-être parce que ça se passe à Paris. Il y a certaines séquences cultes qui sont incroyables. Il y a un petit effort qui est fait niveau écriture en voulant mettre en avant certains personnages, peut-être pour un spin-off de John Wick, j'ai cru comprendre qu'il voulait étendre l'univers. Je sais pas si c'est une bonne idée, sachant que John Wick c'est quand même en termes de cahier des charges très exigeant, à voir. Est-ce que Keanu Reeves va continuer ou non? Ça pareil, on sait pas forcément. Dans tous les cas, si ça s'arrête là, j'aurais été amplement satisfait. Ce fut une saga assez incroyable. J'aurais pas pensé qu'elle accède au pan de l'icône de culture pop aussi vite, et pourtant c'est le cas, et c'est mérité. Merci John. Shazam 2... pas forcément décevant parce que j'en attendais rien, mais tout simplement nul sur quasiment tous les points, si ce n'est tous les points. J'ai pas vraiment ri, là où le premier quand même, il y avait certains gars qui étaient réussis, il y avait une certaine ambiance light qui était bien restituée. Là j'ai pas forcément trouvé que c'était le cas. En ce moment, de toute façon, que ce soit MCU ou DCEU, c'est pas fifou. Ils pourraient se marquer justement DC Comics, mais ils le font pas. Ils essaient de faire du Marvel, mais ils le font encore moins bien que Marvel. Flemme quoi. Super Mario Bros, masterclass de A à Z, j'ai adoré. Ils ont tout respecté, l'univers de Nintendo, un humour cinglant qui convient évidemment aux enfants mais aussi aux adultes, hein. Le l'humaniliste, meilleur perso ever, le GOAT. On ne peut pas s'échapper, la seule issue est la douce délivrance qu'est la mort. Alors oui, l'écriture est simpliste, mais c'est le cas de toute manière des jeux Mario, et écriture simple ne veut pas dire écriture médiocre, d'autant plus que ça ouvre vers une suite qui pourrait être intéressante, notamment en termes d'univers étendu, même si ça peut faire peur. Faut pas non plus que Nintendo tombe dans le piège de vouloir trop en faire, avec des franchises qui ne seraient peut-être pas forcément adaptées à une adaptation cinématographique. Cela étant dit, l'opportunité d'avoir à un moment donné un Smash Bros par Illumination ou par un autre studio talentueux, ça me fait
fait quand même pas mal envie. En attendant, c'est peut-être le meilleur film d'animation de l'année pour ma part. J'étais tout simplement aux anges. La bande originale rend hommage aux compositions de Koji Kondo, et de manière générale, l'adaptation est une lettre d'amour à Shigeru Miyamoto, le créateur de Super Mario Bros. How about Kim So-hee? Ça donne envie de travailler pour une entreprise, dis donc. Non, pas du tout. C'est tout le contraire, ça traite d'un fait divers qui s'est vraiment passé en Corée du Sud, mais qui aurait pu se passer dans un autre pays, même si la Corée du Sud, je peux comprendre que la culture du travail était quand même très acharnée, très déshumanisée, un peu comme le Japon, voire pire que le Japon, d'où un taux de suicide qui est quand même très élevé. Et là, on met un pied en plein dedans, notamment par rapport à l'exploitation des étudiants, des stagiaires par des entreprises, qui les payent vraiment au lance-pierre, qui les font travailler à des heures pas possibles. Très dur, très brut de coffre, mais aussi très intense en termes d'émotion. On apprend à s'attacher à certains protagonistes, ça rend d'autant plus triste, d'autant plus tragique, d'autant plus dur ce qui leur arrive par la suite. Je ne vais pas forcément le recommander aux âmes sensibles ou aux personnes qui subiraient un stress assez conséquent dans leur travail actuellement, parce que ça pourrait faire ressurgir des traumatismes bien présents, mais autrement ça peut peut-être vous donner des pistes alternatives. Le fait de travailler pour une boîte, est-ce qu'il n'y a pas parfois d'autres modes de vie, d'autres modes de travail, travailler pour soi notamment? Vous gagnez pas d'argent, mais au moins vous êtes heureux. Il faut savoir faire le pour et le contre, essayer de faire l'équilibre, c'est pas facile du tout, mais c'est important parce qu'il s'agit de vous, il s'agit de votre santé. Le stress tue petit à petit, vous êtes la priorité et vous resterez la priorité absolue, que ce soit votre corps ou votre esprit. Suzume, la nouvelle œuvre de Makoto Shinkai, j'ai beaucoup aimé, c'est mon Makoto favori, peut-être juste derrière Your Name. C'était très émouvant, notamment eu égard à ce qui s'est passé au Japon il y a quelques années, sans trop en dire. Ça parle de manière générale du statut très particulier du Japon en termes d'emplacement géographique, ce qui fait que le pays a souvent été victime et est toujours victime de séismes, de tsunamis, etc. Et après, comme d'habitude, comme le fait Makoto Shinkai, il traite des émotions humaines, de la tristesse, de la joie, du sentiment de perte de soi, du deuil, avec une justesse et une authenticité vraiment incroyable. Et la musique, Rad Dreams, toujours aussi impeccable, toujours aussi magistrale. Le visuel, ça fait partie des plus beaux visuels de l'industrie de l'anime. Les larmes aux yeux à la fin de la séance. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, très sympa, ça se regarde facilement, très popcorn. Il me semble que les rôlistes ont beaucoup aimé, alors moi je suis pas du tout dans les jeux de rôle, donc je pourrais pas vous éclairer à ce niveau-là. Mais voilà, ça se regarde, c'est pas exceptionnel, hein, loin de là, en tout cas pour ma part, mais c'est plutôt drôle, les effets spéciaux sont sympathiques, l'équipe qui est mise bout à bout est relativement attachante, que demande le peuple. Au niveau jeux vidéo, Pokémon Écarlate, donc j'ai complété le Pokédex, merci. Merci. Alors le post-game est éclaté, il est vraiment nul. À part les Pokémon antiques, les Pokémon qui sont scellés là dans des parchemins, j'ai pas trop compris. Et encore, il me semble que c'est pas forcément du post-game. Le post-game en soi est vraiment nul. Quand je parle de post-game, évidemment, je parle pas de la fin incroyable, hein, je parle de ce qui se passe après. Maintenant que le Pokédex est complété, je vais probablement délaisser ce jeu tant que les extensions n'arrivent pas. Je ferai peut-être quelques raids de temps en temps, j'aimerais bien me focus peut-être sur la compétition, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, les bons IV, les bons Pokémon, etc. Mais ça m'intéresse, donc pourquoi pas par la suite. Breath of the Wild, j'ai complété donc l'Ode au prodige, j'ai terminé les 120 sanctuaires, donc j'ai tous les cœurs, toutes les jauges d'endurance, j'ai la tunique des Landes, il ne me reste plus qu'à vaincre Ganon, donc je vais uploader toutes les vidéos qui me restent et ça sera enfin terminé. Je serai fin prêt pour Tears of the Kingdom. Au passage, je vais me lancer en stream avec Tears of the Kingdom parce que j'ai envie, voilà. Donc je vous invite toutes et tous à vous abonner à mon Discord et à Twitch. On va s'amuser comme des petits foufous. Soka. Bref, voilà, je vais me lancer en stream. Animal Crossing New Horizons, il me reste plus grand chose à faire. Les roses bleues, j'ai réussi à les cultiver. Tout ce qui est musée, c'est complet. Il me faut juste le roi Kamehameha. J'ai toujours pas réussi à avoir un deuxième roi Kamehameha que j'aimerais bien mettre sur mon île, donc voilà. Enfin, les jeux mobiles, comme d'habitude, Pokémon Masters, Pokémon Go, Animal Crossing Pocket Cup, Mario Kart Tour. Je suis pas mauvais, mais je suis pas bon. Voilà, je suis moyen. Ça fait passer le temps, mais clairement, je vais pas percer sur ces jeux-là. Et ce sera tout pour ce numéro de Pêle-Mêle. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.